I would like to pass the word to Bernard Knodel from the Musée d'Ethnographie de Neuchâtel, who is an assistant curator there and teaching also at the University Neuchâtel and an independent museologist. He is responsible also for the historical archives and is involved in curating exhibitions, and he will speak about the Vitrine Gabu. We are looking very much forward to your presentation. The floor is yours. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite donc tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de nous permettre de partager autour de ces questions et saluer la qualité de l'organisation dans un contexte malheureusement toujours particulier et contraignant. Pour situer cette intervention, je l'ai préparée avec la collaboration de Daniel Cibo, qui est designer et chargé de cours à la aide pour les aspects consacrés à l'histoire du design. Elle est issue de réflexions menées dans le cadre d'un projet de recherche intitulé Présence suisse au Sénégal, rôle du design graphique dans une exposition au Musée dynamique de Dakar. Ce projet de recherche est coordonné par Daniel Cibo et porté par la aide de Genève via son institut de recherche en art et design, en partenariat avec le MEN et le musée Théodore Monod d'art africain IFAN à Dakar. Le projet de recherche transdisciplinaire vise à dégager des pistes d'interprétation sur l'histoire du design graphique à partir de l'analyse de la conception et de la réalisation de l'exposition La Suisse présente la Suisse, qui s'est déroulée au musée dynamique de Dakar en 1971. Dans ces recherches, nous avons été amenés à nous pencher sur le mobilier utilisé dans cette exposition. Parmi les éléments du dispositif expographique se trouvait une vitrine qui a connu un destin particulier. Je vous propose de nous concentrer sur la biographie de cet objet qui, a priori, pourrait paraître anodin, notamment aux yeux de professionnels de musée amenés à côtoyer ou à pratiquer cette typologie d'objets quasi quotidiennement et qui, de nos jours, n'ont pas de plus grand mérite dans la plupart des institutions muséales que de se faire oublier au regard des visiteurs. Il s'agit surtout d'un objet qui pourrait paraître hors sujet par rapport aux thématiques abordées lors de ce colloque. Toutefois, le déplacement de focale qui m'amène à me concentrer sur une vitrine, à savoir un dispositif d'exposition, éclaire singulièrement un certain nombre de problématiques et de questions qui sont étudiées lors de nos rencontres. Il ne s'agit pas d'apporter de réponses ou de solutions à ces problématiques, mais plutôt de les aborder de manière décalée tout en rappelant leur profondeur historique, leur complexité et d'interroger quelques-unes des catégories qui les sous-tendent. En filigrane, au cours de mon propos, j'évoquerai, dans le contexte des années 50 à 70, les problématiques telles que la circulation des objets au sein de ces dispositifs d'exposition et les enjeux qu'elles recouvrent, l'impact que le design de ces dispositifs a, et c'est son propre, sur l'appréhension sensible des objets exposés, la pertinence de la transposition de ces dispositifs, les acteurs engagés et les déséquilibres flagrants, et même la remise en question radicale de l'institution muséale dans des contextes culturels différents. Dans un premier temps, alors, j'ai effectivement un problème. Voilà. Dans un premier temps, je vais donc vous présenter l'objet dont il sera question, la vitrine haute, dite vitrine Gabu, étant donné qu'elle devient un mobilier signature de la pratique expographique de son commanditaire, Jean Gabu, qui était conservateur directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel de 1945 à 1978, et qui a été en parallèle et à plusieurs reprises tout au long de sa carrière expert de l'UNESCO pour des questions muséales. Nous débuterons l'exposé en retraçant le contexte de création au début des années 50 au musée d'ethnographie de Neuchâtel, pour ensuite aborder tour à tour deux moments phares de sa mobilisation. D'une part, lors du premier festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966, puis enfin pour l'exposition La Suisse présente la Suisse, toujours à Dakar en 1971. La vitrine en question a été conçue dans le cadre du programme de musée-spectacle développé par Jean Gabu, qui débute en 1955 à Neuchâtel avec l'inauguration du bâtiment du musée dynamique. Le programme de musée-spectacle est constitué d'un musée tripartite
composé du musée statique tout au haut du plan, situé dans la Villa de Curie et destiné à l'exposition de manière permanente des chefs-d'œuvre des collections ethnographiques de la ville, du magasin qui fait office de dépôt des collections au sous-sol du nouveau bâtiment, donc tout au bas du plan, et enfin le musée dynamique qui occupe le rez-de-chaussée et le premier étage du même nouveau bâtiment et qui, lui, est destiné spécifiquement à abriter des expositions temporaires ou itinérantes. Jean Gabu définit ainsi son programme de musée-spectacle. C'est un engagement à long terme et un instrument de travail destiné à faciliter nos relations avec le public, à mieux répondre à ses interrogations concernant les civilisations étrangères, à établir un dialogue entre elles et nous. Cela veut dire, en langage de musée, exposition temporaire ou itinérante, relations et collaboration étroites avec les pays que nous évoquons, qualité du matériel exposé et un impératif, l'authenticité. Je clôt la citation. À travers la conception de ce bâtiment, Jean Gabu va affirmer l'importance de l'exposition temporaire pour un musée d'ethnographie dans une ambition qui rejoint celle de l'UNESCO, considérant dans une perspective universaliste défendue dans l'immédiate après-guerre que le musée est un instrument de paix et de compréhension entre les peuples. Jean Gabu affirme ainsi « L'idéal d'un musée n'est pas tant de posséder les objets qu'il présente, c'est-à-dire de capitaliser, et l'ethnologue éprouve quelque gêne à le faire, que d'ouvrir des horizons sur les civilisations étrangères à l'aide de documents empruntés pour un temps court à différents pays. On s'en rend compte d'ailleurs par les revendications des anciennes colonies qu'une des requêtes importantes des nationalistes est la restitution par les musées étrangers, européens ou américains, d'une part de leurs chefs-d'œuvre ou encore la création de musées locaux. C'est pourquoi le principe des expositions itinérantes prend toute sa valeur. Elles deviennent les meilleurs véhicules d'idées et favorisent mieux que l'exposition permanente cette ébauche d'une conscience internationale, but d'un musée d'ethnographie. Mais pour Jean Gabu, ce ne sont pas uniquement les objets et collections muséales exposées qui vont circuler, mais ce sont même les aménagements et donc la structure et l'agencement de l'exposition, voire même la conception globale de l'institution muséale qui va également être exportée. En effet, Jean Gabu attache un soin particulier à favoriser l'appréhension des œuvres par les visiteurs et accorde une attention méticuleuse à l'éclairage, au son, au mobilier, aux couleurs et à l'architecture intérieure qui doit former un ensemble harmonieux. Si au niveau de l'organisation, de l'administration interne et de la gestion des collections du musée neuchâtelois, Jean Gabu s'inspire du musée de l'Homme de Paris, en revanche, au niveau de l'agencement intérieur, son regard se tourne vers Zurich, où il se rend en 1952 avec les architectes chargés de la construction du musée dynamique, à la suite de l'obtention d'un crédit d'études auprès des autorités neuchâteloises. Il y visite la Kunstgewerbeschule à Zurich, où il dit examiner une salle d'exposition itinérante, et visite également le musée Rydberg, qui vient d'ouvrir ses portes au mois de mai 1952. Les vitrines ont été dessinées par l'architecte d'intérieur et ensemblier zurichois Robert Straub. Vous avez justement une image à gauche. Robert Straub est membre du Schweizer Werkbund et son atelier réalise des agencements d'intérieur pour les magasins, les musées, les salles d'exposition. Sensible à ces réalisations pour le musée Rydberg, Jean Gabu lui confie l'ensemble de l'agencement intérieur de son programme de musée-spectacle. Le musée statique, le magasin et le musée dynamique. Les réalisations de Straub suivent donc les préceptes du mouvement de la Gutteform, développé dans le sillage de l'exposition homonyme de Max Bill de 1949 et qui défend une esthétique atemporelle de l'objet industriel qui lie la forme à la fonction avec des productions standardisées s'adressant au plus grand nombre et marquées par la sobriété, l'efficacité et surtout dans un dépouillement sans ornement. Jean Gabu lui donne un cahier des charges précis pour l'agencement du musée dynamique qui fait écho à cette esthétique fonctionnaliste. L'adaptabilité, la vitrine devra accueillir des objets imprévisibles aux formes et aux matériaux divers. La discrétion, la vitrine ne doit pas être une fin en soi. L'autonomie, la vitrine sera dotée de son système électrique autonome. La sécurité, la vitrine doit assurer le support et la protection de l'objet.
Et enfin, l'harmonie. La vitrine doit pouvoir se combiner en harmonie avec l'architecture. Les vitrines hautes sont des formes de caissons sur pied dont les grands côtés ainsi que le plafond sont vitrés et permettent des jeux de transparence et d'offrir un éclairage zénital aux objets exposés dans la vitrine. Les deux petits côtés sont aveugles et permettent d'afficher, si besoin, des documents bidimensionnels à l'extérieur, type de photographie, de cartes, etc., et servir de parois de support à l'intérieur de la vitrine. La combinaison ou l'articulation des vitrines dans la salle d'exposition pourra se faire comme, selon les mots de Jean Gabu, un jeu de mécano. Deux tubes lumineux permettent d'éclairer l'intérieur de la vitrine et sont masqués par un linteau qui sert de bandeau d'affichage, notamment pour titrer les vitrines. La vitrine a donc pour fonction de recontextualiser les objets qui y sont disposés aux yeux des visiteurs, tout en organisant le propos de l'exposition. Il s'agit à proprement parler d'un élément capital pour construire la structure de l'exposition, son plan, et Jean Gabu va même jusqu'à employer le terme de mise en page de l'exposition. Elle permet de créer un cheminement dans la salle et donnera des clés de lecture aux visiteurs au travers des éléments textuels ou iconographiques qui sont disposés de part et d'autre du caisson. Elle permet également de cadrer les objets, à la fois pour les mettre en valeur, les encadrer, et à la fois pour orienter le regard et la lecture du visiteur. Bien entendu, il faut mettre en lien la structure de la vitrine développée spécifiquement pour ces expositions ethnographiques, nécessitant la recontextualisation des objets exposés avec la conception de l'objet témoin que Jean Gabu développe. Je cite, « L'objet n'est jamais dû au hasard. Il est le témoin de quelque chose ou de quelqu'un, du milieu, de la technique, de l'éducation, du niveau de vie, de l'économie, de l'organisation sociale, de la religion et du rituel, de la cosmogonie, de l'histoire, de l'art. Ainsi, chaque objet devra ou devrait conserver sa valeur de langage et exprimer intégralement ce qu'il est. Cet objet témoin communique ce qu'il sait si nous savons l'interroger. » Fin de la citation. Cette adéquation entre la forme et la vitrine et sa fonction structurante de l'expographie explique le fait qu'il restera fidèle à ce dispositif pendant plus de 25 ans. Là, je vous mets un petit échantillon de certaines images de ces expositions pour les expositions temporaires du musée Dynamique. Plus encore, convaincu de la qualité de son dispositif expographique, Jean Gabu va le faire circuler de manière internationale dans le cadre de ses missions en tant qu'expert de l'UNESCO. Il la mobilise une première fois lorsque l'UNESCO lui confie la réorganisation du Musée national de Kaboul, ici deux images, mais mon propos s'attardera plutôt sur l'utilisation de ce mobilier lors du premier festival mondial des Arts nègres de Dakar en 1966. Cet événement culturel et politique, voulu par le président Léopold Sédar Senghor, avait pour vocation de valoriser la culture africaine aux yeux du monde et à faire connaître le mouvement de la négritude. L'événement, organisé sous l'égide de l'UNESCO, bénéficiait du soutien de la revue Présence africaine, tribune du mouvement de la négritude. Il a rassemblé un nombre impressionnant de manifestations culturelles et intellectuelles, colloques, spectacles de danse, pièces de théâtre, concerts et expositions qui se déroulent du 1er au 24 avril 1966 à Dakar. En 1963, à la demande du gouvernement sénégalais, Jean Gabu est mandaté par l'UNESCO pour participer à l'organisation de l'exposition d'art africain. Lors de sa première mission, au mois de mars 1963, il pointe le fait que, selon lui, les institutions muséales existantes à Dakar sont inadaptées pour l'organisation d'une exposition de l'envergure souhaitée par le gouvernement et propose la construction d'un bâtiment spécifique. Ce bâtiment, à l'apparence que vous avez sur la gauche de la diapo, à l'apparence extérieure d'un temple grec par son péristyle, est construit par le cabinet d'architectes français installé à Dakar, Chesneau et Vérola, selon les indications de Jean Gabu. Hormis quelques détails, notamment la disposition de l'escalier d'accès à la galerie du premier étage, l'organisation intérieure de la salle d'exposition est identique au musée Dynamique de Neuchâtel et comprend donc une grande salle au rez-de-chaussée et une galerie le recouvrant par moitié au premier étage. Jean Gabu est à la fois chargé de la conception et de la réalisation du bâtiment du musée Dynamique et participe également à la conception de l'exposition inaugurale
d'art nègre. Le comité d'organisation de l'exposition est composé de plusieurs personnalités africaines et françaises du monde de la culture, que je vous affiche ici, mais les deux chevilles ouvrières de l'exposition sont principalement les deux experts mandatés par l'UNESCO, à savoir le révérend Père Mweng et Gabu, notamment au travers de nombreux voyages de prospection organisés pour effectuer les repérages et les inventaires des objets à emprunter. Cet événement est considéré comme le plus grand rassemblement de chefs-d'œuvre du patrimoine d'origine africaine de retour sur le continent. Les chiffres sont impressionnants. 48 musées, 26 collections privées d'Europe et d'Amérique, 10 trésors royaux et de chefferies répartis dans 20 États, prêtent les plus de 600 objets présentés dans l'exposition. Ce rassemblement exceptionnel ne s'est d'ailleurs pas déroulé sans que les organisateurs aient eu la crainte d'être confrontés à des demandes de restitution des pays africains, comme en témoigne le titre, on ne peut plus éloquent, de l'article de l'écrivain et journaliste béninois Paul Joachim, publié dans la revue Bingo en janvier 1965, « Rendez-nous l'art nègre ». Devant les éventuelles réticences des institutions et collectionneurs à prêter, le président Senghor devra même offrir la garantie aux prêteurs qu'aucune demande de revendication ne serait formulée pendant la durée de l'exposition, ou plutôt, pour reprendre les termes du dossier technique de l'exposition, que de telles tentatives ne seraient pas tolérées. La nature de cet événement se trouve en parfaite cohérence avec l'esprit même dans lequel le musée dynamique a été conçu à Dakar. Jean Gabu va d'ailleurs aller jusqu'à imposer aux architectes la construction du même système de vitrine qu'à Neuchâtel. Vous avez justement des images, qui va d'ailleurs aller jusqu'à, qui pour Gabu fait partie intégrante du bâtiment et du dispositif d'exposition. Ici, je vous présente le plan réalisé par les architectes de ces vitrines. Le sous-sol du musée de Dakar forme une succession d'ateliers et de dépôts permettant de conditionner les objets en vue de leur exposition et de stocker les dispositifs expographiques. Comme ici à gauche, vous avez une image des casiers pour les vitres des vitrines. Ce dispositif du sous-sol contraste singulièrement avec les magasins qui se situent donc dans le musée de Neuchâtel. Le musée dynamique n'est en effet pas à proprement parler un musée, puisqu'il ne conserve pas de collection, mais plutôt une machine à exposer. Jean Gabu suggère tout d'abord le nom de galerie d'exposition plutôt que de musée dynamique. Toutefois, dans une lettre du 1er juin 1964 adressée à l'architecte Michel Chesneau, il revient sur cette proposition et précise, je cite, « Le titre du musée dynamique serait préférable. En effet, il désigne un musée destiné à recevoir des expositions temporaires, donc un musée en constant mouvement. En fait, c'est un musée en état constant de disponibilité et qui répond à l'une des fonctions des musées modernes ou d'avenir, musée sans capitalisation de collection, il reprend cette idée, ouvert aux échanges culturels. Le musée dynamique serait donc ce musée de demain, placé à un carrefour en Afrique noire pour permettre des rencontres entre cultures africaines, également avec les autres continents. Lors de l'ouverture en 1966, au prix d'un glissement de sens, le nom de musée dynamique de Dakar est conservé, mais cette fois associé dans les discours du président Senghor à l'élan dynamique du mouvement de la négritude. Dans le cadre de son bilan, Gabu reviendra quant à lui, encore une fois, sur le nom de ce musée pour préciser, je cite, « En réalité, ce musée dynamique n'est pas un musée dans le sens classique du terme, mais plutôt une salle d'exposition destinée à être le musée temporaire des autres musées, des autres collections, un relais de la culture, une possibilité technique grâce à la climatisation et à son équipement moderne, de présenter les œuvres d'art en leur création originale, c'est des termes qu'il souligne, et non plus sous forme de copie. Ces arguments concernant la climatisation et l'équipement moderne du musée dynamique et la connaissance par Jean Gabu du contexte muséal dakarois et en particulier de l'infrastructure même du musée dynamique sont des arguments récurrents pour rassurer les prêteurs et les organisateurs, d'une part européens et américains lors de l'exposition Art Nègre, mais également les organisateurs suisses et obtenir le prêt
d'objets originaux pour l'exposition « La Suisse présente la Suisse », 5 ans après, en 1971. La Suisse présente la Suisse, art, histoire et actualité, s'est déroulée au Musée dynamique de Dakar du 26 novembre 71 au 29 février 72, placée sous l'égide de Pro Helvetia, la Fondation pour la diffusion et le soutien de l'art et la culture suisse, et avec le soutien actif de l'Office suisse d'expansion commerciale, l'OSEC. Cette exposition inaugure les relations de diplomatie culturelle de la Confédération suisse avec la République du Sénégal. Elle propose un parcours chronologique menant de l'époque préhistorique aux années 60 en 8 stations distinctes pour répondre à la question redondante « Pourquoi la Suisse est-elle la Suisse ?» Plus de 1000 objets sont prêtés par une centaine d'institutions suisses et sont ainsi présentés au Sénégal comme autant de références historiques et esthétiques. La réalisation de l'exposition est confiée à Jean Gabu et à Hans Durst, conservateur du musée historique d'Argovie, qui travaille, lui, avec le graphiste Hans Rudolf Wutli, membre également du Schweizerischer Werkbund. 5 ans auparavant, lors de l'exposition Art Nègre, la transposition à Dakar d'un dispositif expographique conçu initialement, c'est-à-dire en 1955, donc encore 11 ans auparavant, pour un musée neuchâtelois et réalisé par un architecte ensemblier zurichois défendant les préceptes de la gute forme, n'a pas été relevé à l'époque. En revanche, pour La Suisse présente la Suisse, et bien qu'il ne s'agisse pas d'une exposition de design ou sur le graphisme suisse, l'exposition s'apparente bien à une démonstration du savoir-faire de la Suisse en matière de design. Et cette démonstration concerne l'ensemble de sa mise en œuvre, aussi bien dans l'utilisation des espaces du musée dynamique de Dakar que dans la conception des vitrines, de l'affiche, des supports de médiation ou encore de la mise en page, de la typographie et du graphisme. Ainsi, l'exposition exploite et met en lumière un répertoire omniprésent de formes apparentées au style suisse qui est caractérisé par son aspect épuré et son fonctionnalisme et réputé pour son caractère objectif et rationnel. En observant la maquette de l'exposition, on remarque qu'on a le sentiment que le système de vitrine standard de Jean Gabu semble être circonscrit à quelques espaces précis, et notamment le demi-cercle à l'entrée de l'exposition. J'ai entouré justement en rouge. Le reste de l'exposition est essentiellement occupé a priori par le système de vitrine créé spécifiquement par Hans Rudolf Wutli, ce système que vous voyez en blanc qui se voulait modulable. Mais lorsqu'on observe les images de l'exposition terminée, on réalise que le système est beaucoup plus complexe et présente vraiment une imbrication étroite entre les deux dispositifs de vitrine, les systèmes de Wutli et les vitrines Gabu conçues par Straub, qui coexistent à proprement parler dans l'espace d'exposition. Pour conclure et mettre en perspective les nombreuses ambiguïtés et paradoxes mis en évidence par les 3 étapes de mobilisation de ce dispositif expographique à Neuchâtel et à Dakar, il faut rappeler, de manière peut-être un peu abrupte, qu'en septembre 1971 a eu lieu la 9e conférence générale de l'ICOM à Grenoble. Au cours de celle-ci, le philosophe béninois Stanislas Adotevi se livre dans une présentation intitulée « Le musée dans les systèmes éducatifs et culturels contemporains » à une critique et une remise en question radicale de l'institution muséale. Je cite, « Il est clair que le musée, lieu du discours imposteur de la muséologie européenne, doit disparaître. Chassé de la scène par une rupture qu'impose une pratique muséographique nourrie de l'expérience de ces milliards d'hommes qu'on continue d'ignorer et qui chaque jour davantage savent qu'ils ont à proposer d'autres modèles que ceux légués par la Grèce classique et la Renaissance. » Simplement indiquer en toute conclusion que le local du musée dynamique de Dakar a cessé sa vocation de lieu d'exposition en 1977 pour être occupé par la compagnie de danse Mudra Africa jusqu'en 85. Il réouvre en 85 pour fermer définitivement en 88 et depuis lors, il abrite la Cour suprême du Sénégal.
Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.